De la semelle rouge iconique à un empire mondial. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Christian Louboutin. Oui, beaucoup de femmes sont amoureuses et des hommes amoureux du semelle rouge. Aujourd'hui, on voit bien combien les femmes sont amoureuses et combien les hommes sont amoureux du semelle rouge. Louboutin. Aujourd'hui, vous allez connaître l'histoire de Louboutin. D'accord? Lui-même, le créateur, Christian Louboutin, il va vous expliquer d'où vient cette semelle rouge. Comment est-ce qu'il a eu le temps de constituer ça? Comment est-ce qu'il a eu le temps de... Comment est-ce qu'il a fait pour en arriver là? C'est très important. C'est bien beau, on aime bien s'habiller, on aime bien être chic, on aime bien être stylé. Mais deux fois, c'est mieux de connaître aussi l'histoire de ce que nous portons. L'histoire du tissu que nous portons sur nous. L'histoire des semelles que nous portons. L'histoire de tout ce que nous pouvons avoir comme habits, comme chaussures, comme bijoux. C'est mieux de connaître les histoires. Et moi, j'aime bien connaître les histoires de nos stylistes, de nos artistes. C'est très, très important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pris vraiment la décision de partager aux amoureux de la mode, aux amoureux des chaussures, aux amoureux de la marque. Toi, tu aimes bien mettre la marque, mais tu ne connais même pas l'histoire de cette marque. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Tu aimes bien t'habiller en Louboutin de la tête aux pieds, mais tu ne connais pas l'histoire. C'est trop bizarre. Alors aujourd'hui, Mama Kimia Sarah, elle vous apporte cette vidéo pour nous apprendre quelque chose en plus de ce que nous connaissons. Voilà Christian Louboutin sur vos écrans. On y va et on revient juste après. N'hésitez pas de partager, de commenter, de liker. Surtout, soyez nombreux à vous abonner. C'est Mama Kimia Sarah, la queen de la SAP, la queen des médias, la mère des nations. On y va et on revient juste après. La température vous convient? Oui. Parce qu'on nous a dit qu'il fallait faire attention à la température, vous êtes très sensible aux températures. Qui c'est qui vous a dit une chose Non, pareille? ou au chaud. Oui. Le thé, le café, faut que ce soit tiède. Faut que ce soit tiède, ça c'est vrai. C'est vrai? Oui, oui, sinon je me mets à transpirer tout de suite. C'est pour ça que j'ai la casquette ici. Parce que si je me mets à transpirer, je vais faire ça. Et je vais la garder. Sinon j'ai des mouchoirs, voilà. Sinon, On m'a dit que les mouchoirs c'était pas terrible. Non, bon d'accord. Vous êtes une légende de la mode car ce que je tiens ici dans la main, c'est votre invention, le fameux escarpin à semelle rouge, un des objets les plus iconiques et désirables de l'histoire populaire. La légende dit que votre vocation est née à l'âge de 10 ans. À peu près. Oui, à peu près. J'ai commencé à dessiner des souliers, 10, 11 ans. Parce que j'ai des dessins. Quand ma mère est morte, elle gardait des dessins. Et ma sœur, qui avait gardé tout ce qu'elle avait, m'a rendu ses dessins. Et c'était marqué en dessous, c'était marqué Christian 10, 11. Elle n'était pas très précise. Et qu'est-ce qui vous avait donné cette vocation? Le déclic, ça a été quoi? Alors, moi j'ai toujours voulu travailler en fait, depuis assez tôt, pour les danseuses. Et donc j'allais, quand j'allais à l'école, enfin à la sortie de l'école, je suis allé, d'abord j'ai regardé des films où il y avait des danseuses, et ensuite j'ai commencé à aller au Folies Bergère, au Paradis. J'avais remarqué une chose, c'est que c'était assez facile, quand il y a l'intermission, tout le monde sort dehors, va fumer une cigarette, et puis après les gens rentrent, et personne ne redemande le ticket. Donc avec mon meilleur copain de classe, on allait voir le deuxième acte. Et donc, on était allé voir des choses au théâtre, etc. Mais moi, mon truc préféré, c'était quand même d'aller voir, finalement, le music-hall. Et est-ce que, quand vous étiez gamin, quand vous dessiniez les chaussures, est-ce qu'elles avaient déjà ça? Non. 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 Ça, c'est arrivé. J'ai commencé à dessiner pour moi, sous mon propre nom, en fin 91. Et ça, elle est arrivée à peu près 2 ans après. Et est-ce que l'histoire du vernis que quelqu'un dans l'entreprise utilisait, un vernis rouge, est vrai? Est-ce que ça vous a inspiré comme ça sur le coup d'utiliser le rouge, de prendre le vernis, d'essayer? En fait, ce qui s'est passé, c'est que je dessinais, et moi je fais les dessins en couleur. Et puis ensuite, je garde le dessin et je regarde les prototypes. Donc j'étais en Italie, où il y a des usines qui font les souliers, et puis je regardais le dessin, je regardais le soulier de profil. Donc les dessins étaient inspirés des sérigraphies d'Andy Warhol, donc ils étaient tous pop. Donc il y avait beaucoup de couleurs. Et donc quand je regardais le dessin, de profil, c'était bien. De face, c'était bien. C'était un escarpin avec une grosse fleur de couleurs, donc il y avait différentes couleurs. Et puis de dos, tout à coup, je regarde et je me dis, mais
il y a beaucoup de noir et ça n'existe pas dans mon dessin. Tout était vraiment en couleur vive. Et alors, la fille qui essayait les souliers, elle avait fini d'essayer les souliers, c'était la fin de la journée, et donc elle était en train de se peindre les ongles. Et je lui ai dit, je voudrais faire un essai, je voudrais retirer le noir. Alors elle avait ses ongles, je lui ai dit, je peux prendre... Alors oui, attends, et puis j'en ai déjà 2, mais j'en fais encore 3. Je dis, bon, bref, je lui attrape le truc, et puis j'ai vidé son vernis, et puis paf, ça a fait vraiment exactement comme mon dessin originel. Et je me suis dit, c'est très bien, c'est très joli, et vraiment, on voit la ligne du dessin, c'est plus joli. Donc je me suis dit, je vais faire les semelles de couleur à la base. Donc ça a commencé, pas du tout par le rouge, enfin ça a commencé parce que j'ai mis une touche de rouge, mais je me suis dit, c'était une idée idiote, je me suis dit, ça va sortir pratiquement vers Noël, donc je vais faire des semelles vertes. Et puis... Donc il existe des loups-boutins vertes? Non, parce que j'ai réfléchi, et je me suis dit que Noël, ça dure pas tellement longtemps, numéro 1. Et j'ai continué à réfléchir, et en fait, dans les années 90, beaucoup de gens n'aimaient pas la couleur. Et en fait, si on n'aime pas la couleur, on n'aime pas le vert. Si on n'aime pas la couleur, on n'aime pas le jaune. Si on n'aime pas la couleur, on n'aime pas l'orange. Et si on n'aime pas la couleur, on aime toujours le rouge. Pourquoi? Parce que c'est entre la couleur et la non-couleur. C'est un peu comme l'or, l'argent, le rouge. C'est vraiment des non-couleurs. Regardez notre logo. Voilà, notre logo est rouge. Mais pour vous, Noël, c'est vert? Ok, d'accord, ok. Exactement. Maya s'est plongée dans la mythologie loup-boutin. Et oui, pas besoin d'être fan de mode pour connaître les loups-boutins, il suffit d'allumer sa télé ou même d'écouter de la musique. Côté série, tout commence en 2000 avec Sex and the City. Carrie Bradshaw, énorme fanatique de talons hauts, porte des loups-boutins dépareillés. Le look entre dans la légende et un quart de siècle plus tard, dans les séries, les femmes et les gens portent toujours des loups-boutins. Qu'on parle d'Emily in Paris pour le côté premier degré ou de Two Broke Girls pour le côté beaucoup plus rigolo. I can't believe you masking taped a shoe to your leg. I know, but these are Christian Louboutins, and even all busted up like this, they still have the classic red bottom. La musique n'est pas en reste. En 2009, Jennifer Lopez chante une chanson qui porte votre nom, Louboutin. Et dans le clip, elle descend une rampe d'escalier en forme d'escarpin rouge, évidemment. Depuis cette image, les stars de la pop sont à vos pieds. Beyoncé et ses bottes à franges pour l'album Cowboy Carter, Rihanna au Met Gala, Taylor Swift pour son Era Tour, Lisa des Blackpink à Coachella. La semelle rouge est tellement culte que ça devient un sujet de plaisanterie. La preuve avec Zac Efron dans Célibataire ou presque. Women's brains lit up like fireworks when they were showed pictures of shoes. And nothing says wish fulfillment like Christian Louboutin. Mais à mon avis, ce qui explique le triomphe de la marque dans la pop culture, c'est pas juste le côté mode, c'est aussi un côté ambigu parce que souvent la femme qui porte des Louboutins, c'est aussi une femme fatale. Et typiquement, dans la série The New Pope, quand Sharon Stone vient titiller le pape John Malkovich, devinez ce qu'elle porte. What gift have you brought me? Well, Même subversion quand les rappeuses s'emparent de la marque. Oui, les Louboutins c'est beau, oui, les Louboutins c'est luxe, mais c'est aussi un peu dangereux. C'est Cardi B qui nous le dit. Say little bitch, you can fuck with me if you wanted to. These expensive, these is red bottoms, these is bloody shoes. Il y a quelque chose de trouble autour des Louboutins, et ça pour les artistes c'est complètement irrésistible. Vous êtes au courant de tout ça? Avant que ça sorte? Non. Non, il y a des choses que j'avais vues. Enfin, Cardi B, j'avais vu. Sharon Stone, j'avais vu une image, mais je n'avais pas vu pousser les souliers et les offrir à Malkovich, enfin au pape. Donc il y a... Non, je ne connais pas tout. Et par exemple, Zac Efron, j'avais jamais vu ça. Alors vous êtes le seul à pouvoir utiliser la semelle rouge. Comment on dépose mondialement une semelle rouge? Alors ça s'appelle un trademark et c'est assez compliqué, une marque de reconnaissance. Alors ça c'est... Là il y en a pour 2 heures pour vous expliquer. Ça veut dire une longue bataille pour obtenir le droit de déposer le Pantone. Oui, absolument. Mais je peux lancer une chaussure avec une semelle bleue? Oui, bien sûr. D'accord. Allez-y, allez-y. Ok, mais rouge, non. Et rouge un peu orangé, je peux ou pas? Je crois que si c'est confusant, c'est-à-dire que si ça ressemble à un rouge, non. D'accord. Mais violet, oui. Vous avez déposé rose, tous les oui. rouges? Non, mais c'est un rouge assez précis, quand même, qui est un rouge vraiment comme une laque. C'est le même que celui que vous avez ici? À peu près, oui. Il est un peu plus foncé, celui-là. On va regarder les images de votre dernier défilé, c'était jeudi dernier au Dojo de Paris, c'était magnifique, mise en scène de David Lachapelle et Blanca Lee avec la thématique Super Bowl. Pourquoi d'ailleurs le Super Bowl, le foot américain? Alors ça a été une grosse bataille avec David parce qu'on voulait faire un sport, on avait commencé par la piscine l'année dernière et cette année, moi je pensais au rugby
Et lui, étant américain, il pensait football américain. Je dis, mais c'est la même chose, c'est la même taille du ballon, c'est à peu près la même chose. Mais lui, il trouvait que pour les costumes, c'était plus intéressant. Et à cause de ce qu'on voit là, en fait, les cheerleaders. Mais c'était pas l'idée d'un Super Bowl, c'était plutôt l'idée de, dans une ville américaine moyenne, il y a on appelle ça, Un stade. Oui, un match. Oui, un match. Et donc, c'est vraiment une préparation du match. Donc finalement, j'ai lâché, j'ai dit, OK, il y a les cheerleaders, ça c'est pas du tout français, donc on y va. Et c'est pour ça que ça a commencé comme ça. Là, on est d'accord, c'est un clip, c'est pas le défilé. C'est le défilé, mais ça, c'est les répétitions. Ça, c'est les répétitions. Ouais. Alors, vous avez. C'est pas un défilé d'ailleurs, c'est plutôt un show. Hein. Parce qu'un défilé, c'est vraiment une chose où on montre. Là, c'était un spectacle. On voyait les souliers, mais pas tant que ça, on voyait beaucoup plus tout le reste. Quoi. Vous êtes l'un des derniers à faire des shows festifs, rigolos, comme le faisait Gauthier. Parce que, non, vous trouvez pas? Je m'en rends pas compte. Globalement, vous êtes le seul, non? Bah, Marc, t'as beaucoup ri pendant cette Fashion Week? Non, pas énormément. Il y a des jeunes créateurs qui font des choses rigolotes, Oui. qui te super par exemple, mais très peu à cette échelle, cette ampleur, comme vous le faites. Peut-être ça s'explique par le fait que moi, je viens vraiment... Mon truc, quand même, à la base, c'est les danseuses, c'est le cinéma, etc. Donc je suis La musique. un peu tombé, et la musique, je suis un peu tombé dans la mode, parce que les souliers, ça fait pas quand même partie du bestiaire de la mode. Mais mon truc à la base, c'est vraiment donc, tout ce qui est entertainment, vraiment. Donc je suis content parce que je suis revenu à ça aussi, en pouvant faire des shows, je suis vraiment revenu à ça. On peut parler de ces années-là. Est-ce que ces années-là ont une influence sur ce que vous faites aujourd'hui, sur ce qu'on vient de voir, sur la fête, la musique, ce dont vous parliez? Les palaces. Les années Palace, les années... J'ai une mauvaise mine, là. Oh non, pas du tout. Vous avez quel âge, c'est où? Ça, c'est le pas, je dois avoir 14 ans, 15 ans. Ouais. Farida Kelfa. Vous sortiez Farida et 20. à 14 ans? Oui, plutôt 13. J'ai arrêté vraiment à 18, j'en avais... Ah oui, trop vieux là. Oui. À 18 ans, c'est trop vieux. Comme créateur avec vous, à cette époque, dans la boîte de nuit, il y avait Gauthier, À il y avait l'époque, Mugler. il y avait Mugler, comme ça, assez sérieux. Il y avait Gauthier, il y avait Kenzo, il y avait Saint-Laurent. Karl. Il y avait Karl, il y avait Montana, il y avait... Oui, parce que les gens sortaient Kenzo. beaucoup. Les gens qui... Beaucoup, Kenzo. Et les gens qui... Tous les soirs. Moi aussi, hein, cela dit bien, Dans la je même travaillais boîte pas à de nuit, l'époque. tous ensemble. Oui, il y avait plusieurs boîtes de nuit. Il y avait le Palace, il y avait la Main Bleue, il y avait le 7. Il y avait... Voilà. Non, il y avait différents endroits. Comme il y avait 3-4 endroits à Paris, ça se redistribuait. Le lundi, il y en avait un qui était fermé, donc il fallait aller dans un autre. Mais je travaillais pas à l'époque. Donc je suis très impressionné des gens qui... Je me rends compte maintenant quand même que je travaille. Qui sortaient et qui bossaient. Et qui travaillaient. On revient à votre actualité. Vous avez surpris tout le monde en nommant Jaden Smith à la tête des collections hommes. Pourquoi lui? Alors c'est quelqu'un que je connais depuis un certain temps. Je l'ai connu avant le Covid, donc le Covid 2020, donc 2019, donc ça fait 5 ans. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, avec qui j'ai eu beaucoup de conversations. Beaucoup de ping-pong. Et voilà, et c'est quelqu'un qui a beaucoup de style, qui aime beaucoup la mode, qui connaît bien, alors qui n'est pas un technicien du tout. Mais ça n'a pas d'importance. Moi, je suis nul aussi. Je veux dire, j'ai toujours été nul en technique, donc c'est pas ça qui est important. C'est quoi qui est important? Si on est nul en technique, vous avez dessiné souliers. C'est vraiment la créativité. Mais ça, il sait faire aussi. C'est vraiment la créativité et avoir le maximum de son énergie pour tout ce qui est créatif. Après, par exemple, moi, je sais que je suis un mauvais technicien. J'ai les techniciens qui m'aident et j'ai des bons techniciens. Mais je garde toute mon énergie pour autre chose qui est vraiment plus de travailler l'imaginaire et de le concrétiser. Et lui, finalement, il est comme moi, beaucoup comme moi, et en plusieurs années que je le connais, je me suis rendu compte que c'était vraiment... Alors c'est curieux à dire, parce qu'on est très très différents, on vient d'univers très différents, mais on se ressemble d'une certaine manière. C'est quelqu'un qui est sorti très tôt, dû à ses histoires, etc., mais qui a une vraie maturité, et qui a aussi su garder une forme d'innocence. Il est très mature, et en même temps, il garde ce côté très joyeux, très enthousiaste. Et c'est drôle parce que je me suis rendu compte... Alors ce qui s'est passé, c'est que... Moi, je nage le matin. Quand je suis à Paris, je nage. Alors, il y a des gens qui prennent des bains, qui réfléchissent dans leurs bains. Moi, je déteste les bains parce que justement, c'est trop chaud, il faut l'eau tiède, etc. Ça prend des heures. Donc, je nage. Et c'est une forme de méditation, je me rends compte. D'ailleurs, j'oublie toujours le nombre de laps que je fais. Quand je nage, c'est le matin, c'est le moment où je réfléchis plus. Et puis, boum, au milieu d'un dos crôlé, pour être précis, paf, il m'est apparu comme ça, comme je sais pas quoi, comme une apparition. Et je me suis dit, je devrais lui demander de travailler avec moi. Et ça s'est passé aussi bêtement que ça, parce que tout ce qu'on s'est dit pendant des années, dans le fond, comme ça, et les questions qu'il a, ça faisait vraiment un ping-pong. Et je me suis dit que c'était important pour moi d'avoir ce ping-pong avec quelqu'un et qu'il était peut-être la bonne personne. Et je me suis rendu compte aussi, bizarrement, quand je lui ai dit, alors il était très étonné et ravi, je crois, et on a le même âge. Quand j'ai commencé, moi, la compagnie, son âge à lui? J'avais exactement son âge. Donc j'y vois un signe. Vous parliez de technique. Est-ce que vous pouvez me dessiner et m'expliquer comment vous dessinez le soulier parfait? Alors, le soulier parfait... Est-ce que c'est celui-ci? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, c'est les crayons, ok.
Ça vous va? Oui. En revanche, il faut des lunettes. Le soulier parfait, je dirais, ça n'existe pas vraiment parce que ça dépend des jambes, ça dépend des chevilles, ça dépend des gens. Quelqu'un qui sait marcher sur 13 cm, eh ben, elle va se trouver parfaite si elle sait très bien marcher. Celle qui ne sait pas marcher et qui trouve que c'est une torture, eh ben, vaut mieux qu'elle soit sur 5 et c'est pour ça que... J'espère que cette vidéo vous a fait du bien. J'espère que vous n'allez pas hésiter de la partager, de commenter surtout. Soyez nombreux à vous abonner. Il y a de l'espace pour tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde encore et encore. Bye bye. Naturel, Mama Kinya, Sarah Muntu.